Le 15 juin 1943, à 25 000 pieds au-dessus de la Manche, l'as allemand, Klaus Brenner, plissa les yeux à travers la verrière de son Messerschmitt en regardant la formation américaine qui approchait. 8 P-47, ces grosses bouteilles de lait volantes lourdes et pataudes que la Luftwaffe balayait des cieux européens depuis des mois. Brenner esquissa un sourire. Les Thunderbolts grimpaient comme des trains de marchandises, surchargés plafonnant à peine à 1500 pieds par minute, alors que son 109 pouvait leur tourner autour en combat vertical. Ce serait une autre victoire facile. Mais au moment où Brenner se lança dans son piqué d'attaque, quelque chose d'impossible se produisit. Le P-47 de tête n'essaya pas de fuir, ni de virer pour s'échapper. Au contraire, il cabra dans une montée si agressive qu'elle défiait tout ce que le renseignement de la Luftwaffe croyait savoir sur les chasseurs américains. Le massif appareil griffa le ciel à près de 2000 pieds par minute, son moteur hurlant à pleine puissance, poursuivant Brenner sur son propre terrain. Dans le cockpit exigu de son Messerschmitt, le pilote allemand ressentit sa première bouffée de peur lorsque cette stupide hélice américaine 13 pieds d'ingénierie révolutionnaire à pales en battoirs transforma la plus grande plaisanterie du ciel en son prédateur le plus terrifiant. Les rapports du matin en provenance du théâtre européen dressaient un tableau sombre qu'aucun optimisme du Pentagone ne pouvait dissimuler. En septembre 1943, le P-47 Thunderbolt avait acquis une réputation telle que des pilotes américains chevronnés demandaient à être mutés sur n'importe quel autre appareil doté d'ailes. Le surnom de l'appareil parmi les pilotes de la Luftwaffe, Jug, à cause de sa silhouette de bouteille de lait, avait franchi les lignes ennemies et résonnait désormais dans les salles de briefing alliées avec une ironie amère. Le colonel James Johnson feuilletait les derniers comptes rendus d'évaluation des combats à Wright Field, son café refroidissant tandis que les chiffres racontaient leur histoire implacable. Le taux de montée du P-47 à 500 pieds par minute en faisait une cible immobile face au Messerschmitt 109, capable de grimper à plus de 3000 pieds par minute. Dans les combats tournoyants au-dessus de la France occupée, les pilotes allemands avaient mis au point une tactique simple: monter au-dessus des Thunderbolts et les abattre à loisir. Le lourd chasseur américain, pesant plus de 7 tonnes en charge complète, était tout simplement incapable de suivre les avions ennemis dans le domaine vertical où se décidait désormais le combat aérien moderne. Frank Caldwell étudiait les mêmes rapports depuis son bureau exigu à la division Hamilton Standard. Mais là où les commandants militaires voyaient un échec, cet ingénieur vétéran voyait de la physique. Le moteur Pratt & Whitney R2800, double wasp enfoui dans le nez du P-47, produisait 2 d'une 300 chevaux plus de puissance brute que n'importe quel moteur de chasseur au monde. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, toute cette énergie était gaspillée. Le problème ne venait pas du moteur ni de la cellule. Le problème, c'était l'hélice à pales étroites qui ne parvenait pas à absorber et à transformer ce couple massif en poussée vers l'avant. Le dessin traditionnel des hélices était resté en grande partie inchangé depuis la Grande Guerre. Les ingénieurs les construisaient avec des pales fines, comme des lames de couteau qui découpaient l'air efficacement aux vitesses de croisière. Mais l'efficacité en croisière ne valait rien lorsque le combat exigeait une puissance maximale. Les pales standards de l'hélice du P-47 de seulement 11 pieds de diamètre ne pouvaient tout simplement pas encaisser toute la puissance du R2800 sans perdre en efficacité. À plein régime, les extrémités approchaient des vitesses supersoniques, créant des ondes de choc qui détruisaient la portance et transformaient l'hélice en un soutien-gorge aérien hors de prix. La solution qui prit forme dans l'esprit de Caldwell violait tous les principes du dessin conventionnel des hélices. Au lieu de pales fines optimisées pour l'efficacité en croisière, il imaginait de larges pales en forme de pagaie, capables de saisir d'énormes masses d'air et de les projeter vers l'arrière par pure force brute. Le concept ressemblait davantage à une hélice de bateau qu'à une hélice d'avion. Des pales épaisses larges, presque maladroites en apparence, qui privilégiaient la poussée brute plutôt qu'une élégante efficacité.
Ses collègues chez Hamilton Standard écoutèrent la proposition de Caldwell avec un scepticisme poli. Tom Richards, l'aérodynamicien en chef de la division, souligna les problèmes évidents, poids accrus, traînées plus élevées aux vitesses de croisière et complexité de fabrication qui rendraient la production de masse presque impossible. L'armée avait déjà investi des millions dans les outillages d'hélices existants. Reconfigurer des chaînes de production entières pour un dessin non éprouvé coûterait une fortune et retarderait les livraisons de plusieurs mois. Mais Caldwell avait fait les calculs. Une hélice de 13 pieds de diamètre, avec des pales en battoir, pouvait absorber la totalité des 2300 chevaux délivrés par le moteur R2800. La poussée accrue compenserait la traînée supplémentaire et le diamètre plus grand réduirait la vitesse en bout de pale, éliminant le problème des ondes de choc qui hantaient les dessins existants. Plus important encore, la nouvelle hélice transformerait le taux de montée catastrophique du P-47 en quelque chose qui pourrait rivaliser avec les chasseurs allemands. Le scepticisme ne se limitait pas à l'équipe d'ingénierie de Hamilton Standard. Chez Curtiss Electric, principal concurrent de Hamilton pour les contrats d'hélices militaires, l'ingénieur principal, Robert Hayes, rejeta le concept d'hélice à pales en battoir comme une tentative désespérée de réparer un appareil irréparable. Curtiss développait sa propre solution, une version affinée de son dessin à pales étroites, existant avec un contrôle de pas amélioré et un diamètre légèrement supérieur. Leur approche était conservatrice éprouvée et pouvait être fabriquée à l'aide des outillages existants. Les forces aériennes de l'armée américaine se retrouvèrent prises entre deux philosophies concurrentes. L'approche conservatrice promettait des améliorations progressives avec un risque et un coût minimaux. L'approche radicale promettait des gains de performance révolutionnaires, mais s'accompagnait d'énormes risques techniques et financiers. Le colonel Johnson, chargé d'évaluer les deux propositions, faisait face à une décision qui allait affecter des milliers de pilotes américains se préparant à combattre au-dessus de l'Europe. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les officiers du renseignement de la Luftwaffe suivaient le développement des avions américains avec la minutie caractéristique allemande. Le major Wilhelm, en poste dans un centre d'évaluation technique de la Luftwaffe en France occupée, avait personnellement examiné plusieurs P-47 capturés. Ses rapports à Berlin étaient condescendants. Le chasseur américain était, selon lui, un appareil de force brute s'appuyant sur un blindage lourd et un moteur puissant pour compenser une aérodynamique médiocre. Les pilotes allemands pouvaient exploiter indéfiniment son faible taux de montée et sa maniabilité limitée. Cette confiance de Wilhelm était partagée dans toute la hiérarchie de la Luftwaffe. Les Américains avaient prouvé qu'ils pouvaient construire des avions rapidement et en quantité massive, mais semblaient incapables d'égaler la sophistication de l'ingénierie allemande. Le P-47 représentait aux yeux des Allemands tout ce qui n'allait pas dans la conception aéronautique américaine, gros lourd, grossier et inefficace. Les pilotes allemands plaisantaient en disant qu'abattre un Thunderbolt revenait à chasser un réfrigérateur, volant impossible à manquer et certain de s'écraser dès qu'il était touché. Les vols d'essai de septembre à Wright Field allaient déterminer quelle philosophie équiperait les chasseurs américains pour les batailles cruciales à venir. L'hélice à pales en battoir de Caldwell avait été montée sur un seul modèle de P-47D pour une évaluation préliminaire. L'avion stationné sur la piste avait une allure presque comique. Ses immenses pales ressemblaient à celles d'un avion cargo plutôt qu'à celles d'un chasseur. Le pilote d'essai, le capitaine Robert Anderson, monta dans le cockpit avec l'ordre de pousser l'appareil à ses limites et de signaler tout changement de performance. Alors qu'Anderson roulait vers la piste, ni lui, ni les ingénieurs observant depuis la tour de contrôle ne pouvaient imaginer qu'ils s'apprêtaient à assister à la transformation du plus grand échec de l'aviation de guerre en son prédateur le plus redouté. La sagesse conventionnelle qui avait façonné la conception des chasseurs depuis 2 décennies allait être brisée par 13 pieds d'ingénierie révolutionnaire qui réécrirait les règles du combat aérien au-dessus de l'Europe. Le premier vol d'essai, le 12 octobre, dura exactement 14 minutes,
avant que le capitaine Henderson ne ramène le P-47 modifié à Wright Field avec un rapport inquiétant de vibration. Les énormes pales en battoir avaient créé des oscillations harmoniques dans toute la structure de l'avion, menaçant de le disloquer dès que la manette des gaz dépassait 70%. Frank Caldwell observait depuis la tour de contrôle, pendant que les équipes au sol se ruaient sur l'appareil pour vérifier la présence de fissures de fatigue ou de rivets desserrés. Le problème de vibration n'était pas entièrement inattendu. Les harmoniques des hélices hantaient l'aviation depuis les frères Wright, mais leur intensité suggérait des défauts fondamentaux dans la conception des pales. L'équipe de Caldwell passa les 3 semaines suivantes à redessiner le système de fixation à la racine des pales et à ajuster l'équilibrage du moyeu de l'hélice. Les pales d'origine avaient été fabriquées selon des techniques standards parfaitement adaptées aux conceptions à pales étroites, mais totalement insuffisantes face aux forces massives générées par la configuration en battoir. Chaque pale pesait presque 2 fois plus que celle des modèles conventionnels, créant des contraintes de rotation que le moyeu standard ne pouvait supporter. La solution exigea des manchons de pales forgés sur mesure et un moyeu complètement redessiné, ajoutant environ 200 livres au poids du nez de l'appareil. Le second vol d'essai, le 5 novembre, produisit des résultats différents, mais tout aussi frustrants. Le problème de vibration avait été résolu, mais les performances de la nouvelle hélice étaient bien en deçà des calculs de Caldwell. Au lieu de l'amélioration promise du taux de montée à 900 pieds par minute, Henderson rapporta à peine 600 pieds par minute, un gain de seulement 100 pieds par minute par rapport à l'hélice standard. L'augmentation de la vitesse maximale fut tout aussi décevante. L'appareil atteignit seulement 410 mph contre 400 mph pour la configuration de base. Robert Hayes, chez Curtis Electric, accueillit ces résultats décevants avec une satisfaction à peine dissimulée. L'hélice perfectionnée à pales étroites de son équipe avait terminé ses propres essais initiaux la semaine précédente avec des chiffres bien plus prometteurs. L'hélice Curtis atteignait un taux de montée de 700-150 pieds par minute et conservait la vitesse maximale existante de l'appareil sans la pénalité de poids ni la complexité de fabrication du dessin de Caldwell. Hayes transmit ses résultats au colonel Johnson avec une note suggérant que l'approche radicale de Hamilton Standard s'était révélée être une impasse coûteuse. Mais Caldwell soupçonnait que le problème ne venait pas du concept des pales en battoir, mais des réglages de pas et de l'optimisation de l'angle des pales. La conception initiale avait été basée sur des calculs théoriques supposant des conditions parfaites. Les essais en conditions réelles révélèrent que l'angle de pale optimal pour la performance en montée différait considérablement de celui qui produisait la vitesse maximale en vol horizontal. Le système d'hélice à vitesse constante du P-47 pouvait ajuster automatiquement le pas pendant le vol, mais la plage de réglage avait été calibrée pour des modèles à pales étroites. Travaillant 18 heures par jour dans le laboratoire d'ingénierie de Hamilton Standard, l'équipe de Caldwell développa un nouveau mécanisme à vitesse constante, offrant une amplitude de réglage du pas double par rapport aux systèmes existants. Cette modification nécessitait des changements considérables dans le régulateur d'hélice et les commandes hydrauliques, mais elle permettait aux pales en battoir de fonctionner à des angles optimaux sur l'ensemble de l'enveloppe de vol. Le système redessiné pouvait passer d'un réglage de pas grossier pour la croisière à grande vitesse à un pas extrêmement fin pour obtenir une poussée statique maximale lors du décollage et de la montée. Les défis techniques dépassaient la simple question du contrôle de pas. L'augmentation de la surface des pales en battoir engendrait des problèmes de refroidissement du moteur. Le disque d'hélice plus large aspirait davantage d'air à travers le capot moteur, mais cet air circulait plus lentement en raison de la résistance accrue. Les températures du moteur montaient dangereusement haut lors d'opérations prolongées à pleine puissance, menaçant d'endommager les cylindres du R2800. L'équipe de Caldwell dut redessiner le système d'admission d'air du capot moteur et ajouter des ouïes de refroidissement supplémentaires afin de maintenir des températures adéquates.
Le lieutenant-colonel Johnson faisait face à une pression croissante des responsables du Pentagone, qui se demandaient si le programme P-47 méritait d'être poursuivi. Le Boeing P-51 Mustang montrait des promesses exceptionnelles lors des essais initiaux, offrant des performances supérieures à celles du P-47 standard et de la version modifiée à pales en battoir. Certains responsables soutenaient qu'il valait mieux consacrer les ressources à accélérer la production du P-51 plutôt que de tenter de corriger les limitations fondamentales du Thunderbolt. Le troisième vol d'essai, le 8 décembre, démontra enfin le potentiel de l'hélice à pales en battoir. Grâce au nouveau système de réglage du pas et au dispositif de refroidissement repensé, Anderson poussa le P-47 modifié à travers une série de manœuvres de combat qui auraient été impossibles avec la configuration standard. L'appareil atteignit 20 000 pieds en 10 minutes et 40 secondes, soit un taux de montée de 1850 pieds par minute, des performances approchant celles des chasseurs allemands. Plus impressionnant encore, le Thunderbolt maintenait ce taux de montée tout en emportant sa charge de combat complète, blindage, munitions et carburant. Les essais de vitesse furent tout aussi encourageants. À 25 000 pieds, le P-47 modifié atteignit 445 km/h en vol horizontal, soit une amélioration de 45 km/h par rapport à la configuration de base. Le gain ne provenait pas d'une réduction de la traînée, mais de la capacité accrue de l'hélice à convertir la puissance du moteur en poussée vers l'avant. À haute altitude, où la densité de l'air diminuait, la meilleure prise des pales en battoir sur l'air raréfié offrait un avantage décisif sur les conceptions d'hélices conventionnelles. Mais la découverte la plus significative eut lieu lors des tests de récupération après piqué. Le P-47 avait toujours été réputé pour sa difficulté à sortir d'un piqué à grande vitesse. L'hélice à pales étroites standard ne produisait pas assez de poussée pour contrer l'énorme inertie et le poids de l'appareil. Anderson découvrit que l'hélice en battoir générait suffisamment de poussée inverse en réglage de pas fin pour aider l'avion à décélérer et à se redresser à la sortie de piqué qui aurait été fatale avec la configuration originale. Les rapports du renseignement allemand de la fin décembre décrivaient le P-47 modifié comme un développement intéressant, mais en fin de compte sans importance. Les analystes de la Luftwaffe notaient que les Américains expérimentaient des hélices plus grandes sur leurs chasseurs, mais considéraient ces modifications comme des tentatives désespérées d'améliorer un modèle obsolète. L'évaluation du major Specht concluait que même avec des améliorations d'hélices, le P-47 restait inférieur aux chasseurs allemands dans toutes les catégories, sauf la vitesse en ligne droite et la capacité en plongée. Les résultats des tests de décembre convainquirent néanmoins le colonel Johnson d'autoriser une production limitée de l'hélice à pales en battoir pour des essais opérationnels. Hamilton Standard reçut un contrat pour 50 unités d'hélices à installer sur des P-47D-22 destinés à être déployés en Europe au début de 1944. Cette commande représentait un pari considérable. Si la conception échouait au combat, les pilotes américains en paieraient le prix de leur vie. L'équipe de Caldwell travailla sans relâche pendant les vacances de Noël, préparant la production, les outillages et la formation du personnel de fabrication aux nouvelles procédures d'assemblage. Chaque hélice en battoir nécessitait 40% de temps de fabrication supplémentaire par rapport au modèle conventionnel et coûtait presque le double à produire. Le risque financier était énorme, mais le gain potentiel transformait le P-47 en un chasseur compétitif justifiait l'investissement. Au début de 1944, les premières hélices de production quittèrent l'usine Hamilton Standard à destination des centres de modification où elles seraient installées sur des Thunderbolt destinés au théâtre européen. Ni les ingénieurs américains qui les avaient conçus, ni les pilotes allemands qui allaient bientôt les affronter en combat ne pouvaient imaginer à quel point ces 13 pieds d'ingénierie révolutionnaire allaient bouleverser l'équilibre des forces dans le ciel de l'Europe occupée. Les premiers P-47 équipés d'hélices à pales en battoir arrivèrent à la base de la RAF Boxted le 15 mars 1944
provoquant immédiatement la controverse parmi les pilotes vétérans du 356e groupe de chasse. Le capitaine Mike Gladys, un exilé polonais crédité de 12 victoires confirmées, examina les énormes pales de l'hélice avec un scepticisme à peine dissimulé. Les pales semblaient grossières et surdimensionnées, comparées aux hélices étroites et élégantes auxquelles il était habitué. Plusieurs pilotes surnommèrent les appareils modifiés Barn Door Specials, portes de grange volantes, et demandèrent l'autorisation de continuer à piloter leur Thunderbolt standard jusqu'à ce que la nouvelle conception fasse ses preuves au combat. Le commandant du groupe, le colonel Harold Ralph, se retrouvait dans une situation délicate. Ces pilotes avaient survécu à des mois de combats aériens acharnés grâce à leur habileté et à leur connaissance intime des capacités et des limites de leurs appareils. Les forcer à voler sur un équipement inconnu pouvait s'avérer fatal. Mais les ordres opérationnels du quartier général de la 8e Air Force étaient explicites. Les P-47 modifiés devaient être évalués en conditions de combat réelles dès que possible. Le succès ou l'échec du dessein de Caldwell serait jugé non pas lors d'essais contrôlés, mais dans des affrontements à la vie ou à la mort contre des pilotes vétérans de la Luftwaffe au-dessus de l'Europe occupée. La première mission de combat pour les Thunderbolt modifiés eut lieu le 22 mars 1944 lors d'une mission d'escorte de bombardiers vers Berlin. Gladys dirigeait une patrouille de 4 P-47 à pales en battoir, assurant la couverture haute d'une formation de B-17 Flying Fortress approchant la capitale allemande. À 30 000 pieds, bien au-dessus des bombardiers, Gladys repéra une formation de Messerschmitt 109 plongeant depuis 35 000 pieds dans une attaque classique en rebond. En temps normal, les P-47 auraient été contraints de plonger pour fuir les chasseurs allemands, profitant de leur vitesse supérieure en descente pour échapper à l'avantage en montée des Messerschmitt. Au lieu de cela, Gladys fit cabrer sa patrouille dans une montée abrupte pour intercepter les Messerschmitt plongeants. Les hélices en battoir griffèrent de l'air raréfié à haute altitude, avec une autorité sans précédent, maintenant un taux de montée de plus de 1700 pieds par minute, même à 30 000 pieds, là où les hélices standards auraient peiné à atteindre la moitié de cette performance. Les pilotes allemands, s'attendant à voir les chasseurs américains plonger pour fuir, se retrouvèrent face à des P-47 qui grimpaient directement dans leur trajectoire d'attaque, avec suffisamment d'énergie pour engager un combat tournoyant à haute altitude. L'affrontement dura moins de 3 minutes, mais il pulvérisa les certitudes allemandes sur les capacités des chasseurs américains valables depuis plus de 2 ans de combat. L'ailier de Gladys, le lieutenant Robert Johnson, réussit à suivre un 109 à travers une série de virages ascendants qui auraient été impossibles avec la configuration d'hélice standard. Le pilote de Messerschmitt, le major Hans Dormann, rapporta plus tard au renseignement de la Luftwaffe que le chasseur américain avait démontré une performance en montée égale à celle des appareils allemands, une affirmation initialement rejetée comme le résultat du stress du combat ou d'une erreur de pilotage. Mais la nouvelle de l'engagement se répandit rapidement parmi les unités de chasse de la Luftwaffe stationnées en Europe de l'Ouest. Les pilotes allemands avaient développé des tactiques basées sur la certitude qu'ils pouvaient grimper plus haut que tout chasseur américain et ainsi dicter les conditions du combat depuis une altitude supérieure. La possibilité que les P-47 puissent désormais rivaliser dans les manœuvres verticales menaçait d'invalider des années d'expérience de combat et de doctrine tactique. Plusieurs commandants de groupe demandèrent une confirmation immédiate auprès du renseignement sur ces prétendues modifications américaines. L'unité de renseignement technique du major Wilhelm Specht captura son premier P-47 équipé d'hélices en battoir le 2 avril lorsque le lieutenant Charles Morrison dut se poser en catastrophe près de Calais après que son appareil eût été endommagé par la DCA lors d'une mission d'attaque au sol. Morrison réussit à détruire la plupart des équipements sensibles de son avion avant d'être capturé, mais l'hélice resta intacte pour examen par les ingénieurs allemands. Le premier rapport de Specht décrivit les pales en battoir comme grossièrement surdimensionnées et prédit que la modification créerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Pourtant, l'analyse technique détaillée qui suivit
révéla le raffinement exceptionnel de la conception de Caldwell. Les ingénieurs allemands découvrirent que les pales intégraient une métallurgie avancée et des techniques de fabrication de précision dépassant tout ce que produisait alors l'industrie de la Luftwaffe. Le mécanisme d'hélice à vitesse constante présentait des innovations dans les systèmes de commande hydraulique que les concepteurs allemands n'avaient pas encore développés. Ce qui les troubla le plus fut la réalisation que les Américains avaient résolu des problèmes d'efficacité de propulsion que les ingénieurs allemands considéraient jusque-là comme insolubles avec la technologie existante. Les rapports de combat d'avril et du début mai dressèrent un tableau de plus en plus sombre pour les opérations de la Luftwaffe en Europe de l'Ouest. Les P-47 américains engageaient désormais les chasseurs allemands dans des combats en montée et en ressortaient fréquemment vainqueurs. Le 356e groupe de chasse, à lui seul, revendiqua 21 appareils allemands détruits durant le mois d'avril, la plupart lors d'engagements dont les P-47 standards n'auraient jamais pu se sortir vivants. Les pertes de pilotes allemands s'accumulaient à mesure que leur avantage en altitude pierre angulaire des tactiques de la Luftwaffe commençait à s'évaporer. Les implications tactiques dépassaient largement les simples duels aériens. Les contrôleurs de chasse allemands avaient positionné leurs appareils pour attaquer les formations de bombardiers américains depuis les hauteurs, sachant que les P-47 d'escorte ne pouvaient grimper assez vite pour contrer ces attaques plongeantes. Les hélices à pales en battoir permirent désormais aux chasseurs américains de tenir leur position à l'altitude des bombardiers et de réagir instantanément aux attaques allemandes, quelle qu'en soit la direction. Les missions d'interception de bombardiers de la Luftwaffe, qui jusque-là réussissaient grâce à leur avantage en altitude, faisaient désormais face à une opposition immédiate d'escortes américaines opérant à pleine efficacité. À la mi-mai, presque tous les P-47 de première ligne dans le théâtre européen étaient équipés d'hélices à pales en battoir. Le programme de modification avait surmonté les difficultés initiales de fabrication et produisait désormais des hélices à un rythme de 200 unités par mois. L'usine Hamilton Standard du Connecticut fonctionnait jour et nuit pour satisfaire les exigences militaires. L'équipe d'ingénierie de Caldwell travaillait aux côtés du personnel de production afin d'affiner les procédés et d'éliminer les problèmes de contrôle qualité. Les chiffres à la fin du mois rendaient l'impact des pales en battoir indéniable. Les unités de P-47 équipées de la nouvelle hélice rapportaient une augmentation de 40% du taux de victoire RR par rapport à leur performance antérieure et surtout une réduction de 30% des pertes. Les pilotes pouvaient désormais grimper pour échapper au danger au lieu de devoir se replier en piqué. Le Thunderbolt n'était plus la cible favorite de la Luftwaffe. Le colonel Johnson reçut fin mai l'autorisation d'étendre le programme de modification à toutes les variantes de P-47 en production. Le succès en Europe avait convaincu les responsables du Pentagone que la stupide astuce d'hélice de Caldwell constituait l'une des percées technologiques les plus importantes de la guerre. Des ordres furent envoyés pour modifier les P-47 existants du théâtre du Pacifique et équiper toutes les nouvelles productions d'hélices à pales en battoir directement en usine. Les officiers du renseignement allemand peinaient à expliquer l'amélioration soudaine des performances des chasseurs américains aux commandants de la Luftwaffe, habitués jusque-là à une supériorité tactique sur les chasseurs alliés. Les rapports actualisés du Major Specht reconnaissaient que les Américains avaient acquis un avantage technologique significatif, mais que les concepteurs d'avions allemands manquaient à la fois de capacités industrielles et de matières premières pour développer des améliorations comparables. La Luftwaffe devait désormais affronter le reste de la guerre en sachant que ces chasseurs ne pouvaient plus dominer leurs adversaires américains par la performance en montée ni par la supériorité en altitude. La transformation était achevée. L'hélice à pales en battoir de Frank Caldwell avait transformé le P-47 Thunderbolt jadis, la cible favorite de la Luftwaffe, en son adversaire le plus redoutable. En réécrivant l'équilibre tactique du combat aérien au-dessus de l'Europe, quelques mois avant l'invasion de la Normandie,
elle avait rendu indispensable une suprématie aérienne totale des Alliés. Le matin du jour J apporta la preuve ultime de la révolution d'ingénierie de Caldwell, lorsque près de 400 P-47, équipés d'hélices en battoirs, rugirent au-dessus de la Manche à l'aube du 6 juin 1944. La gigantesque armada aérienne, chargée d'assurer la supériorité aérienne alliée au-dessus des plages de Normandie, comprenait plus de Thunderbolt modifiés que lors de toute autre opération précédente. Leurs larges pales caractéristiques reflétaient la première lumière de ce qui allait devenir le plus long jour de l'histoire de l'aviation. Le colonel Francis Gabreski mena le 56e groupe de chasse dans un balayage au-dessus d'Omaha Beach à 6h30. Ces 16 P-47 montèrent à 25 000 pieds, avec une aisance qui aurait été impensable 6 mois plus tôt. En dessous, la plus vaste invasion maritime de l'histoire humaine se déroulait alors que les barges de débarquement alliées approchaient des côtes françaises lourdement fortifiées. Au-dessus, les chasseurs allemands étaient remarquablement absents des cieux qu'ils dominaient autrefois en toute impunité. La réaction de la Luftwaffe à l'invasion révéla l'impact dévastateur de la révolution des pales en battoirs sur la doctrine tactique allemande. L'Oberst Adolf Galland, commandant les forces de chasse du Luftflottreich, avait été contraint d'abandonner les tactiques basées sur l'avantage en altitude qui avaient servi les pilotes allemands depuis la bataille d'Angleterre. Ces chasseurs ne pouvaient plus compter sur leur capacité à grimper au-dessus des escortes américaines pour attaquer les bombardiers alliés par le haut. À la place, les pilotes allemands se virent forcés d'engager le combat à basse altitude, là où la puissance de feu et le blindage supérieur du P-47 procuraient des avantages décisifs. Le major Klaus Matuschia et son Jagdgeschwader reçurent l'ordre d'intercepter les chasseurs-bombardiers alliés attaquant les positions allemandes près de Caen, mais la situation tactique avait fondamentalement changé depuis l'apparition des hélices en battoirs au-dessus de l'Europe. Les Focke-Wulf 190 de Matuschia, autrefois capables de grimper au-dessus des chasseurs américains pour dicter les conditions du combat, se retrouvèrent désormais égaux voire dépassés en performance verticale par des Thunderbolts capables de rester efficaces à toute altitude. La première grande bataille aérienne de la matinée se déroula au-dessus des plages du débarquement lorsque 24 Messerschmitt 109 tentèrent d'attaquer les forces navales alliées soutenant les opérations de débarquement. La patrouille du capitaine Robert Johnson, composée de 8 P-47 à pales, en battoir, intercepta la formation allemande à 18 000 pieds après être montée depuis le niveau de la mer en moins de 9 minutes, un taux de montée qui leur permit d'atteindre les Messerschmitt avant que les pilotes allemands ne puissent achever leur passe d'attaque contre les navires vulnérables en dessous. L'engagement démontra à quel point l'hélice en battoir avait bouleversé la dynamique du combat aérien. Les pilotes allemands, qui avaient appris à combattre en prenant de la hauteur sur leurs adversaires, se retrouvèrent incapables d'échapper à des chasseurs américains pouvant égaler leur taux de montée et dépasser leur vitesse horizontale. Le lieutenant Hans Wick, lors de sa 43e mission de combat, rapporta que les Thunderbolts américains grimpaient comme des fusées et maintenaient la poursuite à travers des manœuvres qui auraient semé des P-47 équipés d'hélices standards. À midi, les contrôleurs de la Luftwaffe signalaient une activité intense de chasseurs américains à des altitudes jusque-là considérées comme des refuges sûrs pour les appareils allemands. Les P-47 engageaient les chasseurs allemands à 30 000 pieds et remportaient des duels grâce à une gestion supérieure de l'énergie plutôt que par la simple force brute qui avait caractérisé les premières opérations du Thunderbolt. Les hélices en battoir permettaient aux pilotes américains d'échanger l'altitude contre la vitesse, puis de regagner rapidement l'altitude perdue, conservant ainsi un avantage tactique constant tout au long des combats prolongés. La réalité statistique des opérations aériennes du jour J racontait l'histoire du triomphe de Caldwell en chiffres implacables. Les forces aériennes alliées effectuèrent plus de 14 000 sorties le 6 juin, tandis que la Luftwaffe n'en réalisa moins de 300. Un ratio reflétant non seulement la supériorité numérique, mais aussi la domination tactique
qu'avaient établi les chasseurs équipés d'hélices en battoirs au-dessus du ciel européen. Les pilotes allemands qui osaient encore affronter les formations alliées se retrouvaient dépassés manœuvrièrement, affrontant des chasseurs américains capables de grimper, plonger et virer avec une efficacité rendant les tactiques traditionnelles de la Luftwaffe obsolètes. Le rapport du soir du général de chasse Adolphe Galland au maréchal du Reich Hermann Göring dressa un tableau dévastateur de l'impuissance des chasseurs allemands au-dessus des plages du débarquement. Les pilotes de Galland revendiquèrent 17 appareils alliés abattus au cours de la journée, mais les pertes allemandes dépassèrent 40 chasseurs, un taux d'échange qui, à terme, anéantirait la Luftwaffe comme force de combat efficace. Les P-47, à pales en battoirs, avaient prouvé qu'ils pouvaient vaincre les chasseurs allemands dans tous les types d'engagement des combats tournoyants à basse altitude jusqu'aux interceptions à haute altitude. Les dernières batailles aériennes de la soirée se déroulèrent lorsque les chasseurs de nuit allemands tentèrent d'attaquer les forces navales alliées sous couvert d'obscurité. La 8e Air Force avait équipé plusieurs escadrons de P-47 de radars expérimentaux pour les missions d'interception nocturne et les hélices en battoir se révélèrent essentielles pour maintenir la coordination avec les appareils radars pendant ces manœuvres complexes. L'amélioration du taux de montée des Thunderbolt leur permit de se positionner au-dessus des chasseurs de nuit allemands et de les attaquer avec le même avantage en altitude que les pilotes de la Luftwaffe avaient autrefois exploité. Frank Caldwell reçut les premiers rapports des opérations aériennes du jour J à l'usine Hamilton Standard du Connecticut, où son équipe travaillait sans relâche pour satisfaire la demande militaire en hélices sans battoir. Le succès de la campagne de Normandie confirma tout ce que Caldwell avait imaginé lorsqu'il proposa pour la première fois son design révolutionnaire. La stupide astuce d'hélice avait transformé la puissance aérienne américaine d'une force défensive à peine capable de protéger les bombardiers alliés en une arme offensive capable de dominer les cieux européens. Les implications du succès de l'hélice en battoir allaient bien au-delà des batailles aériennes individuelles. La suprématie aérienne alliée au-dessus des plages du débarquement permit aux forces terrestres d'avancer à l'intérieur des terres sans la menace constante des attaques aériennes allemandes qui avaient marqué les précédentes opérations amphibies. L'incapacité de la Luftwaffe à contester efficacement les opérations aériennes alliées signifiait que les forces terrestres allemandes devraient affronter le reste de la guerre sans véritable soutien aérien, une situation qui s'avérerait décisive dans la campagne d'Europe occidentale. Les concepteurs d'avions allemands, étudiant les hélices en battoirs capturés à la fin juin, en tirèrent des conclusions alarmantes sur les capacités technologiques américaines. Les modifications d'hélices représentaient des avancées en métallurgie, fabrication de précision et aérodynamique que l'industrie allemande ne pouvait égaler avec ses ressources disponibles. Plus inquiétant encore fut le constat que les Américains avaient résolu le problème fondamental de la conversion d'une puissance moteur élevée en poussée efficace, une percée qui leur assurerait un avantage durable dans toutes les conceptions d'aéronefs à venir. À la fin du mois de juin, tandis que les forces alliées consolidaient à leur position en Normandie, l'impact stratégique de la révolution d'ingénierie de Caldwell devint indéniable. L'hélice à pales en battoir n'avait pas simplement amélioré les performances du P-47, elle avait fondamentalement transformé l'équilibre de la puissance aérienne au-dessus de l'Europe. Les pilotes allemands qui chassaient autrefois les chasseurs américains, avec confiance, se retrouvaient désormais chassés à leur tour, incapables d'échapper aux Thunderbolt, capables de grimper plus vite, de voler plus haut et de combattre plus efficacement que tout appareil allemand. La transformation était complète et irréversible. L'avion, autrefois moqué comme une bouteille de lait volante, était devenu la terreur des cieux européens. Et l'ingénieur qui avait conçu 13 pieds de pales révolutionnaires venait de changer le cours de la guerre aérienne en Europe. La Luftwaffe ne retrouverait jamais les avantages tactiques qui avaient fait des chasseurs allemands les maîtres du ciel au début du conflit. La fin de la guerre trouva Frank Caldwell à son bureau chez Hamilton Standard
le 8 mai 1945, contemplant les rapports de production qui racontaient en chiffres froids l'histoire de sa révolution d'ingénierie. Plus de 12 000 hélices à pales en battoir étaient sorties des chaînes de montage américaines depuis la première installation expérimentale d'octobre 1943. Chacune représentait un petit miracle de fabrication de précision nécessitant la reconversion d'usines entières et la formation de milliers d'ouvriers pour construire quelque chose que la sagesse conventionnelle jugeait impossible. Le rapport final du colonel Francis Gabreski pour le théâtre européen donna une dimension humaine à ces statistiques. Son 56e groupe de chasse avait effectué plus de 15 000 sorties de combat avec des P-47 équipés d'hélices en battoir, revendiquant 438 appareils ennemis détruits pour seulement 47 Thunderbolt perdus en combat aérien. Ce ratio supérieur à 9 pour 1 en faveur des chasseurs américains aurait été inimaginable sans le taux de montée et la capacité en altitude que les hélices de Caldwell avaient apporté. La transformation statistique du palmarès du P-47 révélait toute l'ampleur de ce qu'avaient accompli ces 13 pièces d'ingénierie révolutionnaire. Avant les modifications, les unités de Thunderbolt obtenaient en moyenne un ratio d'échange de 3 pour 1 contre les chasseurs allemands, respectable mais pas décisif dans une guerre d'usure. Après l'installation des pales en battoir, ce ratio avait triplé, transformant chaque affrontement aérien en victoire écrasante pour les forces américaines et accélérant l'effondrement de la résistance aérienne allemande. L'évaluation finale du renseignement menée par le major Wilhelm Specht, retrouvé dans les archives de la Luftwaffe après la capitulation de l'Allemagne, reconnaissait que les Américains avaient accompli une percée technologique décisive grâce à leur modification d'hélices. Les ingénieurs allemands avaient tenté de développer des améliorations similaires pour leurs propres chasseurs, mais le manque de matériaux essentiels et de capacités industrielles avait rendu tout progrès significatif impossible. L'hélice à pales en battoir demeura un avantage exclusivement américain durant la dernière année de la guerre. Le coût humain de cet avantage se mesurait en vies sauvées, celles des pilotes américains qui rentrèrent chez eux au lieu de grossir les listes de pertes des premières années du conflit. Le lieutenant Robert Johnson, qui avait remporté sa première victoire avec un P-47 à pales en battoir au-dessus de Berlin en mars 1944, termina la guerre avec 28 victoires confirmées et aucune perte face à un ennemi. Sa survie multipliée par des centaines d'autres constituait la mesure la plus significative du succès de l'ingénierie de Caldwell. Mais l'impact de ces pales allait bien au-delà de la survie individuelle. Il avait reconfiguré tout l'équilibre stratégique de la guerre aérienne. La production de bombardiers allemands cessa dès le début de 1945, non parce que les usines avaient été détruites, mais parce que la Luftwaffe n'était plus capable d'assurer une escorte de chasse efficace contre les appareils américains. Les P-47 équipés d'hélices en battoir avaient rendu les opérations aériennes allemandes si coûteuses que l'industrie aéronautique du Reich abandonna le développement des bombardiers pour se concentrer désespérément sur des chasseurs défensifs. La révolution technologique née de la pensée non conventionnelle de Caldwell engendra toute une génération d'innovations aéronautiques américaines. Le North American P-50 Mustang intégra une technologie similaire dans ses dernières versions, tout comme le Republic P-47N produit à la fin du conflit. Les concepteurs américains avaient appris qu'une approche fondée sur la puissance brute pouvait réussir lorsqu'elle s'appuyait sur une capacité industrielle et une science des matériaux supérieurs. La reconnaissance personnelle de Frank Caldwell prit la forme d'une médaille présidentielle du mérite remise par Harry Truman lors d'une cérémonie discrète à la Maison-Blanche le 15 juin 1945. La citation saluait une conception d'hélice révolutionnaire ayant contribué matériellement à la supériorité aérienne alliée au-dessus de l'Europe. Mais Caldwell savait que la véritable victoire appartenait aux milliers de pilotes américains qui avaient emmené ces hélices au combat et qui étaient rentrés vivants chez eux. L'analyse d'après-guerre du développement aéronautique allemand révéla à quel point la révolution des pales en battoir avait complètement bouleversé la planification de l'ennemi.
Les documents capturés montrèrent que les ingénieurs allemands avaient abandonné plusieurs projets de chasseurs prometteurs à la fin de 1944, incapables d'égaler les performances de montée que les chasseurs américains démontraient alors au combat. L'impact psychologique de devoir affronter des P-47 capables de grimper plus vite que les chasseurs allemands s'était avéré aussi dévastateur que les avantages tactiques qu'offraient les nouvelles hélices. L'héritage industriel du programme des pales en battoirs s'étendit bien au-delà de l'aviation militaire. Les usines américaines avaient mis au point des techniques avancées de fonderie de précision et d'usinage pour la production d'hélices, des procédés qui trouvèrent des applications dans l'ensemble de l'industrie d'après-guerre. Les progrès métallurgiques nécessaires à la résistance et à la légèreté des pales en battoirs contribuèrent à l'amélioration des moteurs automobiles des machines industrielles et à terme de l'aviation commerciale. L'innovation de Caldwell pendant la guerre avait fait progresser la capacité industrielle américaine de plusieurs années. Les leçons stratégiques tirées du succès des pales en battoirs ne furent pas perdues pour les planificateurs militaires préparant d'éventuels conflits futurs. Le programme avait démontré que la supériorité technologique ne dépendait pas uniquement de conceptions entièrement nouvelles, mais aussi de l'application innovante de technologies existantes. Les moteurs d'avions américains avaient toujours été puissants. Les hélices en battoirs avaient simplement trouvé le moyen d'exploiter cette puissance plus efficacement que quiconque ne l'avait imaginé. À la fin de l'été, les chaînes de production qui avaient fabriqué les hélices militaires furent reconverties pour des applications civiles. La même technologie à pales larges qui avait donné aux P-47 leur taux de montée dévastateur fut adaptée aux avions de transport et aux avions de ligne commerciaux. L'innovation de Caldwell, née en temps de guerre, commençait sa transformation en prospérité en temps de paix, promettant de révolutionner l'aviation civile tout aussi profondément qu'elle avait dominé les cieux militaires. La preuve ultime du succès des pales en battoirs vint d'une source inattendue, les entretiens avec des pilotes allemands capturés après la fin du conflit. Les vétérans de la Luftwaffe identifièrent unanimement l'apparition des chasseurs américains modifiés comme le tournant où la supériorité aérienne allemande devint intenable. Le major Klaus Mittusch, survivant de plus de 200 missions de combat, décrivit les P-47 à pales en battoirs comme « les avions qui ont mis fin à notre guerre dans les airs ». Frank Caldwell conclut son dernier rapport technique de guerre avec sa modestie coutumière, notant que l'hélice en battoir avait dépassé les attentes de conception en service opérationnel. Derrière ce langage mesuré se cachait la réalité d'une révolution d'ingénierie qui avait transformé la puissance aérienne américaine d'une nécessité défensive en une domination écrasante. La peu stupide astuce d'hélice, que ses collègues avaient autrefois rejetée comme irréaliste, avait prouvé qu'il arrive parfois que les idées les plus non conventionnelles produisent les résultats les plus décisifs. La guerre était terminée, mais la révolution de Caldwell dans la conception des hélices allait continuer à façonner l'aviation pendant des décennies. Les principes qu'il avait établis, que l'efficacité importe moins que l'efficacité réelle, que la sagesse conventionnelle mérite d'être constamment remise en question et que les solutions radicales réussissent souvent, là où les améliorations progressives échouent, guideraient le développement aérospatial américain à travers l'ère du jet et au-delà. 13 pieds d'acier en forme de pale de pagaie avaient changé bien plus que les performances d'un seul chasseur. Ils avaient démontré le pouvoir transformateur du courage d'ingénierie face à des défis apparemment impossibles.